Chaque fois qu'il crée, Alvar Aalto commence par une phase d'expression libre, proche de l'art abstrait, pour permettre à une idée maîtresse de se dégager. Difficile de deviner si la forme à l'origine du fauteuil numéro 41 lui est d'abord inspirée par l'ondulation d'une vague ou par celle d'un S de forme allongée. Seule certitude, cet accessoire de l'architecture est conçu en 1931 par le célèbre architecte et designer finlandais Alvar Aalto pour meubler les salles de détente d'une de ses premières grandes réalisations, le sanatorium de Peimio. Il en incarne si bien l'esprit qu'il se fait rapidement connaître du grand public sous le nom de Peimio. Nouveauté pour l'époque, ce fauteuil au design aérien rompt avec l'usage alors en vogue de l'acier tubulaire. Il est le plus souvent fabriqué en bouleau. Grâce à l'utilisation du contreplaqué, l'assise et le dossier du Peimio sont moulés dans une seule pièce. C'est ce qui lui donne sa ligne aussi graphique. Aalto suspend une forme ondulatoire dans le vide. Pour parfaire son rendu, il y ajoute 4 entailles discrètes. Blanche ou noire, l'assise est vissée à 2 cadres en bois cintrés qui forment à la fois le piétement et les accoudoirs du Peimio. Absente de ce prototype en hêtre, une barre de soutien renforce bientôt la structure du fauteuil. Si la beauté et la modernité de cet emblème du design scandinave sont évidentes, c'est l'humanisme qui s'en dégage, qui singularise avant tout le Peimio. Son designer est un fonctionnaliste qui place l'être humain au cœur de ses préoccupations. Il se soucie avant tout du bien-être de celui qu'il nomme affectueusement le petit homme, en référence au vagabond de Chaplin. L'homme utilise le bois pour la fabrication de mobilier depuis des millénaires. Coupé, taillé, poncé, percé, il est le plus souvent utilisé dans sa masse. Dans les années 1830, l'Allemand Michael Tonnet profite de sa thermoformabilité, son aptitude à changer de forme sous l'action de la chaleur. Il développe un procédé de cintrage par l'action combinée de la chaleur et de la vapeur d'eau. Pour assurer une production de masse de son mobilier, l'industriel mise sur l'interchangeabilité des pièces. La marque décline ainsi une gamme de fauteuils en bois courbé, composés de modèles aussi célèbres que la chaise numéro 18, la chaise de Boppard, le fauteuil cheminée numéro 6371 ou le siège à bascule numéro 7500 qui s'exporte dans le monde entier. À la sortie de la Première Guerre mondiale, l'acier tubulaire se substitue au bois pour la fabrication du mobilier moderne. S'inspirant de la forme du guidon des vélos de course, Marcel Breuer réalise une structure en tube d'acier cintré pour le célèbre fauteuil en porte-à-faux B3, bientôt rebaptisé Vassili, en hommage à Kandinsky. Avec la lampe Wagenfield, la chaise en toile B35, la MR20 de Mies van der Rohe ou le célèbre bureau S285, il incarne l'esthétique froide et fonctionnelle prônée par le mouvement Bauhaus. Les éléments quotidiens sont désormais fabriqués de manière industrielle. Leur forme découle de leur fonction. Le design est né. Fort de cette influence,
Aalto cherche à introduire le bois dans la modernité. Dès 1929, il collabore avec le menuisier Otto Koronen, dirigeant de la fabrique de Turku. Pour leurs expérimentations, les deux hommes bénéficient de l'apparition d'une nouvelle colle chimique, la caséine. Beaucoup plus résistante, elle repousse les limites du lamellé collé qui se laisse désormais cintrer sans casser. La structure du peimyo bénéficie de cette technique révolutionnaire. Une fois la pièce obtenue, elle doit sécher 24 heures avant d'être démoulée, puis scindée en deux. La fameuse technique jouant sur l'épaisseur des feuilles en fonction de la courbure et de la résistance désirée du siège permet quant à elle d'obtenir la forme ondulatoire reliant l'assise et le dossier du peimyo dans une seule et même pièce de contreplaqué cintré. Recouverte d'une peinture laquée noire ou blanche, l'assise est ensuite vissée aux deux barres horizontales reliées à la structure en patins du fauteuil. L'origine géographique du peimyo est déterminante et le contexte historique de sa création éclaire l'ambition d'Aalto d'apporter une touche finlandaise au mobilier moderne. En 1931, la Finlande est une jeune nation qui a profité de la révolution bolchevique de 1917 pour s'émanciper de l'Empire russe et accéder à l'indépendance. Le pays n'opte finalement pour un régime démocratique qu'au prix d'une guerre civile dévastatrice entre les Rouges et les Blancs. Malgré la victoire de ces derniers, le spectre d'une révolution prolétarienne hante les années qui suivent. Il alimente le discours idéologique de l'extrême droite, qui se nourrit aussi de la crise économique des années 30. Les 2/3 de la population vivant encore dans les campagnes, les signes de mécontentement s'y multiplient. Le mouvement agrarien lapois organise même une marche sur Helsinki. C'est dans ce contexte tourmenté qu'Aalto décide de rompre avec le style architectural néoclassique. Le sanatorium qu'il érige à Peimio, petite ville du sud-ouest de la Finlande, est considéré comme une des œuvres majeures de sa jeunesse. C'est un des premiers édifices de la période moderne d'Aalto. Fidèle au fonctionnalisme alors en vogue, pour lequel la forme doit être l'expression de son usage, la composition générale du bâtiment est éclatée. Chaque aile correspond à une partie de son programme. Son plan est biodynamiquement orienté par les points cardinaux, et son architecture reprend certaines des idées pionnières de Le Corbusier, comme les fenêtres en bandeau, le toit terrasse ou l'esthétique machiniste. Les retards du chantier liés à la crise et à la pénurie de matières premières permettent à l'architecte de prendre en charge lui-même l'aménagement intérieur du sanatorium. Pour les salles de détente, Aalto a besoin d'un mobilier léger, souple et hygiénique. Le fauteuil Peimyo réunit toutes ces qualités. Il appartient à une gamme de sièges qui décline une grande variété d'assises en contreplaqué cintré. 41, 31, 51, 26. Parmi tous ces modèles, c'est le 41 qui incarne le mieux l'esprit du sanatorium. Logique que le public l'ait ainsi adopté sous le nom de Peimyo.
Dans son activité de designer, Aalto collabore le plus souvent avec sa première femme, Aino. Leurs objets sont en général au service d'un projet plus vaste. Ils se veulent des accessoires de l'architecture. Le sanatorium est le premier édifice entièrement meublé par le couple, qui va jusqu'à dessiner des luminaires et une table de massage dotée d'un plateau en contreplaqué cintré. Pour comprendre le Peimyo, il faut d'abord sonder la philosophie générale du projet auquel il appartient. Ce qui démarque Aalto des autres architectes fonctionnalistes, c'est sa volonté d'adopter le point de vue du malade, pour donner à son bâtiment un rôle actif dans le processus de convalescence des tuberculeux. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer le soin extrême qu'il apporte à l'aménagement intérieur des chambres des patients. Rideaux assortis aux arbres de la forêt avoisinante, source d'éclairage située hors du champ de vision du malade, peinture aux tons apaisants, autant de détails qui participent à la sérénité du lieu. Même les lavabos sont conçus de telle manière que l'eau coule silencieusement et sans éclaboussure. L'angle entre le siège et le dossier du fauteuil Peimyo offre quant à lui une position idéale pour respirer. La relative dureté de son assise maintiendrait, elle, les patients éveillés. L'accessoire qu'était initialement le Peimyo s'émancipe rapidement des salles de détente de l'établissement. Le sanatorium assied en effet la réputation internationale d'Aalto, non seulement comme architecte, mais aussi comme designer. Dès 1933, son mobilier est exposé chez Fortnum & Mason, à Londres. Le succès critique et public est tel que les exportations décollent aussitôt. La création d'une société gérant la commercialisation et la diffusion des meubles du designer s'impose alors. C'est la tâche qui incombe à Artek. Bâtie sur la philosophie du couple, concevoir des objets fonctionnels à dimension humaine, la société dispose d'un bureau de design, dirigé par Aino, qui conçoit des intérieurs et de nouvelles versions de meubles et d'objets qui viennent enrichir la gamme Aalto. En plus d'un showroom et de plusieurs magasins, la société dispose à l'époque d'une galerie d'art où sont exposés des artistes de renom, tels que Léger ou Calder. Artek perustettiin vuonna 1935, itse asiassa 15.10. Ja Artekin perustamiseen on varmasti syynä se, että 4 lahjakasta ihmistä kohtasi toisensa, jolloin syntyi ajatus siitä, että synnyttäisi markkinointiyhtiö Alvar Aallon suunnittelemien huonekalujen markkinoimiseksi ja myymiseksi maailmalla. Artek todellakin tulee yhdistelmästä art and technology, eli tavallaan juuri tämä art and technology kertoo myöskin siitä, että he halusivat yhdistää tietyllä tavalla niin kuin emotionaalisen ja tämmöisen niin kuin tieteellisen tulokulman eli rationaalisen ajattelun. Toisaalta Aalto oli vahvasti niin kuin standardien ja teknologian ajattelija, joka halusi luoda niin kuin systeemiteorioita. Että hän ei pelkästään halunnut tehdä yhtä yksittäistä tuotetta, vaan rakentaa komponenteista nimenomaan tuotteita, joita voidaan niin kuin modifioida edelleen ja edelleen
Ja L-jalka on nimenomaan tämä teknologian mukaan tuominen. Eli koko Aallon malliston taustallahan on myöskin tämmöinen L-jalan standardisointi, toisaalta Paimion tuotteiden kaltainen taiteen veistoksellisuuden muotoilu. Le travail d'Artek s'appuie essentiellement sur la carrière d'architecte d'Aalto. Le bureau de design de l'entreprise assure la conception de l'ameublement de presque tous ses édifices. Il conçoit également des intérieurs pour des bâtiments dessinés par d'autres architectes. L'un des concepts globaux les plus brillants nés de la collaboration d'Alvar et Aino est le restaurant Savoy d'Helsinki, dont le décor est resté quasi inchangé depuis les années 30. Grâce à Artek, près de 150 Paimio sont encore produits chaque année, puis vendus à travers le monde. La société finlandaise se tourne parallèlement vers de jeunes designers qui doivent parvenir à s'émanciper d'Aalto tout en restant fidèles à son approche du design. Tom Blixon, le nouveau directeur artistique d'Artek, veille à respecter l'esprit de la maison en choisissant des matériaux écologiques et en promouvant un design durable. La série Bambou illustre brillamment ce changement dans la continuité. Dès le milieu des années 30, la notoriété internationale d'Aalto fait de lui une sorte de missionnaire de la Finlande. À travers ses créations, il véhicule une certaine image de son pays, de ses paysages et de sa culture. Aalto fait alors partie de ceux qui pensent que la modernité n'est pas antinomique avec la tradition et que la démocratisation du design doit aider à désenclaver l'art moderne. Avec le fauteuil Paimio, le vase Savoy et la Villa Mera, il propose une version du modernisme plus accessible et moins doctrinaire. Grâce à son style, avec ses formes ondulatoires et ses matières naturelles, le designer finlandais contribue à sa manière à faire accepter cette branche de l'art moderne issue de l'expressionnisme, du mouvement Dada et du surréalisme, le biomorphisme. Dans les années 30, on constate une inflexion de l'art abstrait vers des formes plus souples, qui cherchent à opérer une synthèse entre l'abstraction et le surréalisme. Des artistes tels que Jean Arp, Juan Miró, Salvador Dalí ou Alexandre Calder insèrent des formes douces, arrondies, organiques, qui tranchent avec un art géométrique qu'ils trouvent souvent froid, rationnel et manquant de vie émotive. L'assouplissement théorique des esthétiques antérieures va dans le sens de l'humanisme, de la prise en compte de la nature, des formes biologiques et des rythmes de vie. Depuis sa naissance, autour de 1920, le courant du design scandinave est porté par une morale humaniste dont l'origine remonte au luthérianisme, qui insiste sur la vérité et la raison en enseignant que le salut peut s'atteindre par un travail honnête au bénéfice de son prochain. Les paysages spectaculaires des contrées nordiques inspirent largement ces designers, en leur suggérant que la nature, avec sa beauté mouvante, est le plus pertinent des modèles. En contrebalançant les exigences de la machine par les besoins humains, des artistes aussi célèbres qu'Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Mari Mekko ou Tapio Virkala ont instillé une âme dans le design moderne. The retiring Prime Minister of Ontario, Leslie M. Frost, has a pleasant task as one of his last official acts. It's a visit to the third annual Scandinavian Fair. Il faut cependant attendre les années 50 pour que le terme design scandinave apparaisse et que le style nordique se popularise grâce à des expositions itinérantes telles que Design en Scandinavie
qui de 1954 à 1957 fait le tour des États-Unis et du Canada. Mais nul n'a autant fait pour la renommée du design nordique qu'IKEA. Créée en 1943, la firme suédoise fabrique des meubles et des articles d'esprit très démocratiques. Son approche se résume à une formule: forme, fonction et prix abordable. IKEA commence d'abord en vendant par correspondance des meubles à prix d'usine, puis décide de fabriquer des produits pratiques, bien dessinés et accessibles au plus grand nombre. Le fauteuil Pwang du designer japonais Noboru Nakamura, si puissant, si blond, si typiquement scandinave, ne rappelle-t-il pas un autre fauteuil créé au début des années 30 ? Véritable précurseur du design organique, Alvar Aalto est exposé par le Musée d'art moderne de New York dès 1939. 2 ans plus tard, il fait partie du jury de l'exposition Organic Design in Home Furnishings, qui remet 2 premiers prix au tandem formé par Charles Eames et son ami d'origine finlandaise Eero Saarinen pour leur projet de meubles en contreplaqué moulé. La descendance du créateur du Paimio est désormais assurée. En 1942, Charles et Ray Eames collaborent avec l'armée pour laquelle ils conçoivent des attelles, des civières et des cockpits d'avions en contreplaqué cintré. Forts de cette expérience, ils reviennent au mobilier avec la chaise DCW, qu'ils scindent en plusieurs parties pour atteindre leur objectif de design abordable et de haute qualité. Mais ce sont les fameuses coques structurelles légères, moulées selon des formes tridimensionnelles, qui restent leur marque de fabrique. Celle de l'Organic Chair, réalisée en tandem avec Eero Saarinen, est directement influencée par les formes de la nature. Le style organique a trouvé son emblème. Il s'épanouit dans une société d'après-guerre fortement influencée par l'American Way of Life. L'élévation des revenus et la généralisation du crédit font alors exploser la consommation des ménages. Logements, mobilier, électroménager, voitures, la production de masse se généralise. Très vite, il ne suffit plus d'accéder au confort. Il faut aussi manifester son appartenance sociale, se différencier. À sa manière, le courant organique tente de concilier confort standardisé et formes insolites en vue de poétiser le quotidien. L'apparition de nouveaux matériaux, comme la mousse de polyuréthane ou le thermoplastique, permettent à Werner Ponton de porter encore plus loin la quête formaliste du mouvement organique, en créant, puis en standardisant la première chaise en porte-à-faux monobloc en matériaux de synthèse. Le paradoxe du Paimio est le suivant. Si son ambition première était de contribuer au bien-être des tuberculeux d'un sanatorium, il survit à la maladie et devient un objet de design culte, célébré pour sa forme. De là à ne retenir que son apparence pour revendiquer une démarche artistique libérée des contraintes du fonctionnalisme, il n'y a qu'un pas. Les postmodernes n'hésitent pas à le franchir, avec des réalisations empreintes de l'individualité de leurs créateurs, qui déclinent désormais toute responsabilité envers clients et usagers. Pour sa part, le fauteuil numéro 41 est toujours parvenu à maintenir un équilibre subtil entre abstraction, tradition et influence de la nature.
Le Peimyo est sans âge. Il s'est si bien inspiré des formes de la nature qu'il fait désormais partie du paysage.